bonsoir. Nous commençons ce Mediapart Live avec un plateau consacré à l'Aquarius et surtout aux questions, aux enjeux que cette histoire révèle sur les politiques migratoires françaises, les politiques européennes, la question de la solidarité au sein de l'Union. Alors d'abord, bonsoir Édouard Courcel. Bonsoir. Vous êtes notre premier invité. Vous êtes marin et sauveteur à bord de l'Aquarius. Vous êtes, je crois, descendu du bateau 2 jours avant les événements du week-end du 10 juin qui nous amènent tous ici. Tout à fait. Vous allez nous raconter tout ça. Martine Vonner, bonsoir. Vous êtes députée En Marche. C'est votre premier mandat, parce que sinon, j'allais dire, dans la vie civile, vous êtes médecin, psychiatre. Médecin psychiatre. Voilà. Vous avez notamment travaillé au SAMU social de Paris. Et si nous vous avons invité ce soir, c'est parce que vous faisiez partie de la quinzaine, je crois, de députés En Marche qui se sont abstenus au moment de l'examen à l'Assemblée de la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb. Donc on va y revenir. Et puis, dernier invité, François Gémen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur, à la fois à l'Université de Liège et puis à Sciences Po Paris, et spécialiste des questions migratoires, entre autres. Alors avant qu'on commence, je voudrais qu'on regarde ensemble une petite vidéo. C'est une vidéo réalisée par SOS Méditerranée, qui affrète avec Médecins sans frontières l'Aquarius, et elle a été filmée juste avant l'arrivée à Valence. Un petit point sur la situation des 630 passagers qui ont été débarqués. Aujourd'hui, ils sont dans des centres d'hébergement en Espagne. Ils ont tous un statut de résident exceptionnel pour raison humanitaire. Ils ont 45 jours en Espagne pendant lesquels les autorités vont examiner leur situation administrative. À l'issue de ces 45 jours, certains peut-être seront expulsés si les autorités espagnoles et françaises estiment qu'ils n'ont pas le droit à une protection en Europe. Et puis, il faut dire aussi que l'Aquarius est déjà reparti. En fait, il est reparti vers les eaux internationales, vers la Libye, au large de la Libye, pour reprendre sa mission humanitaire. Alors, Édouard, je vais commencer avec vous. Donc, vous êtes sauveteur. Je crois que vous avez, depuis le début de l'année, passé une quinzaine de semaines, c'est ça, à bord de l'Aquarius. Ouais. Je vais commencer par une question de chiffres. Peut-être qu'elle est déplacée, je ne sais pas, vous allez me dire. Est-ce que vous avez en tête le nombre de migrants, d'exilés que vous avez contribué à sauver et à ramener en Italie? Non, je ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas, je pense. Est-ce que ça, on parle en centaines, en milliers, ou en tout cas on peut donner les chiffres pour... En centaines, oui. En centaines, en centaines. Et je crois Sachant qu'il y a aussi des personnes qu'on n'a pas pu sauver, qu'il faudrait compter aussi, donc on ne compte pas. Et je crois, SOS Méditerranée donne un chiffre, évidemment, c'est peut-être approximatif, mais c'est quand même à peu près 30 000 personnes qui ont été ramenées en Italie depuis le lancement du navire en février 2016. Voilà, c'est pour donner un peu les chiffres. Alors, je crois que c'est la première fois que vous prenez la parole comme ça, en direct, depuis un plateau, parce que jusqu'à présent, vous aviez au fond estimé que ce que vous avez vécu, ce qu'ont vécu ces migrants sous vos yeux, c'était difficilement racontable, voire indicible. Je crois que c'est un mot que vous utilisez. Voilà, les mots sont évidemment insuffisants. Et pourtant, cette fois, vous avez décidé de raconter, en tout cas d'essayer. Pourquoi? Quelle est l'urgence à raconter? Alors l'urgence, elle est au moins double. Il y a une urgence personnelle à raconter, évidemment, puisque, ayant vu certaines choses parfois difficiles à garder pour moi, j'ai eu besoin de les transmettre. Déjà pour y donner forme, pour y donner un sens, et pour ne pas être le seul dépositaire de cette expérience. C'est un des volets de l'action de SOS Méditerranée, c'est le témoignage. On considère que c'est un devoir, et c'est aussi notre manière de compléter notre action. Au-delà du sauvetage et de la sécurisation des personnes à bord de l'Aquarius, il faut aussi qu'on témoigne de ce que l'on observe,
c'est en partie notre rôle. Et ensuite, effectivement, dans la période actuelle, ça prend un sens probablement encore plus fort, puisque on va dire que les vies de ces personnes, à ce moment-là, en ce moment, sont en suspens, en fait, sont suspendues aux discussions entre les différents États européens, qui se fait au détriment du sauvetage en mer et en dépit des lois maritimes mondiales. Ouais. Et on peut rappeler que le gouvernement italien maintient sa position. Il refuse que n'importe quel navire humanitaire accoste dans les prochains jours en Italie. Donc on va être évidemment confronté au même problème dans les jours qui viennent. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est au fond une opération de sauvetage type? Vous faites partie de l'équipe des sauveteurs, donc c'est je crois une dizaine de personnes à bord. C'est ça. En permanence. C'est vous, cette dizaine-là, qui descendez de l'Aquarius pour monter sur des petits zodiacs et aller vous approcher des embarcations, en général en mauvaise posture, des migrants. Comment les choses se passent concrètement? Alors, ces embarcations sont en mauvaise posture parce que déjà, elles ne sont pas conçues pour naviguer. Ouais. Donc, le projet de traverser la Méditerranée avec ces bateaux-là est un projet irréalisable. On va dire, ils ont, grosso modo, c'est un chiffre comme ça, 24 heures de survie, quoi. Donc, plus on les trouve tôt, mieux c'est. Mais effectivement, il arrive qu'on les trouve vraiment dans un état très périlleux, d'autant plus qu'ils sont très souvent surchargés et qu'évidemment, c'est un facteur aggravant auquel on peut ajouter les conditions climatiques et bien sûr la panique qui peut être due à plusieurs facteurs et qui est en l'occurrence notre bête noire. Le sauvetage tel qu'il se déroule classiquement, on a toute une... on se forme à bord, hein, on se maintient à niveau avec des entraînements quotidiens et puis on surveille l'horizon. À l'aide d'un radar et puis aussi visuellement avec des jumelles, sachant que les jumelles sont souvent meilleures que le radar. Là aussi, ça dépend des conditions météorologiques et ça dépend du type de jumelles qu'on emploie en l'occurrence, bref. Et on peut aussi avoir des embarcations de migrants dont les positions nous sont transmises par le centre de coordination NOROM, qui est le centre compétent dans cette zone, étant donné qu'il n'y a pas de centre compétent en Libye, et qui donc reçoit toute détresse, tout appel de détresse ou toute visualisation. Si par exemple un bateau de pêche observe un navire de migrants, il va retransmettre cette information au centre de coordination qui, lui, va faire intervenir les bateaux sur place. Préférablement les bateaux qui sont équipés pour intervenir tels que le nôtre. Et nous, on s'est spécialisé dans ce type de sauvetage, donc on a les ressources humaines, donc des personnes qui sont recrutées pour leur profil, leurs compétences, de l'équipement, bien sûr, dédié à ça, des Zodiacs, comme vous l'avez dit, des embarcations semi-rigides, tout un tas d'aides à la flottabilité, ce qu'on appelle des aides à la flottabilité, donc des gilets de sauvetage, des bananes gonflables, des rafts, et puis des procédures qu'on a mis en place depuis 2016, que j'ai vu évoluer parce que j'ai fait mes premières missions en 2016, donc je peux témoigner vraiment de cette expérience qu'on a accumulée et qui d'ailleurs est reconnue dans le secteur maritime par les institutions en présence, dont le centre de coordination NOROM ou les militaires avec lesquels on travaille régulièrement et qui reconnaissent notre compétence. Et comment ça se passe? Vous lancez deux Zodiacs, je crois, qui s'appellent Easy 1 et Easy 2. Ouais, Easy 1, Easy 2, et on a aussi Easy 3. Voilà. Easy parce qu'il faut aller doucement, c'est ça. Et surtout pas provoquer de mouvements de foule, je ne sais pas si on peut dire comme ça, à bord des embarcations des Exactement. Parce que le risque, c'est quoi Le risque, c'est la panique. C'est vraiment notre bête noire, comme je l'ai dit. Et donc il faut faire ce qu'on appelle du crowd control, donc la gestion de foule, en bon français. Il faut établir un lien de communication avec ces personnes qui ne parlent pas nécessairement le français ni l'anglais, ni parfois l'arabe d'ailleurs. Donc il faut trouver un vecteur. Elles viennent parfois de groupes différents, de lieux différents. Donc ce n'est pas forcément un groupe, une entité, cohérente. Et donc il y a un médiateur culturel. On a un médiateur culturel, tout à fait. C'est Médecins sans frontières qui procure ce médiateur culturel, qui est en général une personne qui parle un certain nombre de langues. Et qui monte sur le Zodiac pour essayer d'aller expliquer, rassurer. Oui, tout à fait. Donc on établit un lien de communication, on explique ce qu'on va faire, ce qui va se passer, qui on est, qu'on est bien intentionné. Parce que ce n'est pas forcément une évidence pour eux au départ, notamment les populations qui sont sujettes au mauvais traitement en Libye, particulièrement les personnes d'Afrique subsaharienne, donc à la peau noire.
ces personnes-là subissent un racisme très fort. Et donc, pour eux, il y a les Noirs, les Blancs, les Arabes, et ils ont peur des Blancs et des Arabes. Donc, quand ils nous voient arriver, ils ne sont pas rassurés. Et il arrive qu'ils nous fuient. Il arrive qu'ils décident même de se jeter à la mort en s'abordant leur navire, entre guillemets. Donc, à ce moment-là, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de les rassurer, sachant qu'en plus, avec le fait que les bateaux soient surchargés, on a des effets où quand on a plus de 6 personnes sur 10 mètres carrés, sur 1 mètre carré, autant pour moi, donc 6 personnes par mètre carré, à partir de ce chiffre-là, la foule se comporte comme un fluide. Donc quand il y a un mouvement, il est inarrêtable, et une personne qui est poussée ne peut pas contrebalancer ce mouvement, va se retrouver soit obligée de tomber à l'eau, soit se faire écraser, soit écraser une autre personne. Et donc vous imaginez l'effet boule de neige que ça peut ramener. Alors vous avez été confronté le 27 janvier dernier à une situation dramatique, puisque, si j'ai bien compris, l'Aquarius est arrivé sur zone trop tard. Donc l'embarcation était déjà en train de couler, et des migrants avec elle. Donc vous avez fait ce que vous avez pu. Comment ça s'est passé? C'est cette histoire-là que vous avez voulu écrire dans un billet de blog sur Mediapart, qu'on pourra retrouver facilement, mais en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé ce 27 janvier? Alors je vais essayer de raccourcir autant que possible, sachant que le raccourci est forcément éprouvant pour moi, et en plus, de toute façon, il n'est pas juste. Mais ce qui s'est passé globalement, c'est qu'on est arrivé sur zone trop tard, les personnes étaient déjà en train de couler, et en plus, on ne s'en est pas aperçu puisque le bateau nous présentait un flanc-seing. Donc dans notre évaluation, on a un processus de préparation qui passe par une phase d'évaluation, et dans notre évaluation, on n'a pas reconnu le danger. Parce qu'en fait, le bateau nous présentait un côté qui était intact. Et quand on a fait, donc avec Easy2, la première approche, on a fait le tour du bateau, et on a senti que quelque chose n'allait pas. Et quand on a fait le tour du bateau, on a vu que les gens avaient de l'eau jusqu'au cou, en fait, de l'autre côté. Et immédiatement, la panique, ils ont cédé à la panique, sachant que les gens cèdent à la panique, en fait, quand ils voient une issue. Oui. Ça, c'est un procédé psychologique. On le sait, puisque les sous-mariniers, par exemple, quand ils coulent, n'ont pas de panique puisqu'ils n'ont pas d'issue. Donc nous, quand on arrive, en fait, on peut générer cette panique. Et donc, quand ils nous ont vus arriver, ils se sont très rapidement dispersés dans l'eau. Nous, on a suivi nos procédures coûte que coûte. On a été soufflés vraiment à cet instant-là par l'effroi de la situation. En quelques minutes, on a vu une trentaine de personnes se noyer. Et on a suivi notre procédure qui est pour sauver le maximum de personnes, d'abord de distribuer le maximum de moyens de flottaison. Parce qu'évidemment, vous êtes tenté de ramasser une personne qui est en train de se noyer à côté de vous, mais pendant que vous faites ça, vous perdez du temps pour les autres. Donc nous, d'abord, on fait flotter le maximum de gens. Donc et puis là, ensuite, on passe à la récupération. On a fait un tapis de gilets de sauvetage, puisqu'on ne pouvait pas faire une distribution. Ensuite, on a été chercher donc, ce qu'on appelle une banane. C'est un Sentifloat. C'est voilà, une grande structure en forme de saucisse qui permet à plus de 100 personnes de s'accrocher. Et puis un raft, c'est ce qu'on voit dans le rafting. C'est le sport. C'est les mêmes embarcations qu'on utilise pour ce sport, qui nous permettent de décharger les embarcations en train de couler pour les permettre de reprendre un peu de flottabilité. De les rendre un peu plus viables. Une fois qu'on a ramené tout ça, on a commencé à récupérer les personnes qui étaient dans l'eau. On a commencé par les personnes les plus vulnérables. On a sorti un bébé qui flottait à l'envers depuis plusieurs minutes à bien plus de 40 cm sous l'eau. C'est vous, Édouard, qui l'avez... Ouais, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est l'image qui me restera de ce sauvetage-là, parce qu'en fait, ça m'a soufflé. J'ai explosé ma capacité d'absorption émotionnelle. Là, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc, si vous voulez, c'est l'image de ce bébé qui, pour moi, était mort, m'est arrivé en pleine tête. Et puis après, donc, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait un massage cardiaque. On a continué le sauvetage. Mais voilà, c'est jusqu'à la fin du sauvetage, jusqu'à ce qu'on ait ramassé tous les équipements. Personnellement, mon expérience personnelle, c'est que j'avais ce visage à l'esprit. Et que vous avez en l'occurrence sauvé. Pour ce bébé-là, vous l'avez retrouvé sur l'Aquarius, et le massage, oui, collectivement, voilà. Bien sûr. Puisque mon massage cardiaque a été poursuivi par les équipes de Médecins sans frontières dans le shelter, donc la pièce qu'on assigne pour mettre les personnes à l'abri, ou en cas de MCP, donc les Mass Casualty Plan, donc beaucoup de victimes à la fois. C'est un plan d'urgence qu'on met en place quand on a plus de 3 massages cardiaques en même temps. À ce moment-là, le shelter devient aussi un endroit où on procure des massages cardiaques. Et à ce moment-là, certains bébés sont revenus après 45 minutes de massage cardiaque. D'accord.
Mais vous écrivez dans votre texte que vous avez sauvé, c'est très difficile à évaluer, parce qu'en plus, il y a des gens, évidemment, que vous n'avez pas vu couler, mais à peu près une personne sur 3, probablement. Non, une personne sur 3, c'est pas le chiffre que j'ai écrit. C'est un chiffre que j'ai lu parfois, mais non, on a une estimation sur ce genre d'embarcation, d'après ce qu'on a pu voir dans le passé, et d'après ce qu'on a pu observer au début de ce sauvetage, elle contenait approximativement 120 personnes, et on en a sauvé un peu plus de 90. D'accord. Voilà. Donc on a perdu une trentaine de personnes, à la louche. Mais c'est vraiment à la louche, puisque déjà les personnes qu'on a sauvées nous ont dit qu'elles avaient vu des personnes se noyer avant qu'on arrive. Et ensuite, il arrive qu'on estime qu'un bateau fait 120 personnes. Or, en fait, les dimensions du bateau sont légèrement différentes de ce qu'on a habituellement. Et puis, en fait, on a 140, 160. Ouais. Alors, je vais me tourner vers vous, Martine Vonner. C'est évidemment difficile de parler après tout ça. La réaction de la France face au drame que vivait l'Aquarius, quelle a été votre réaction à la fois comme médecin, puisque vous êtes d'abord médecin, et puis comme député, et député En Marche, c'est-à-dire député de cette majorité et de ce président de la République qui a mis 72 heures avant de prendre la parole et qui a attendu qu'un autre pays tiers, autre que l'Italie, ouvre ses ports à l'Aquarius. Alors en effet, je confirme que voilà, prendre la parole juste après votre récit est vraiment... Voilà, c'est d'une telle intensité et d'une telle force émotionnelle que voilà, c'est vrai que quand on voit des images, quand on sait, voilà, je suis médecin. Je ne sais pas si je suis médecin avant d'être parlementaire, parce que je crois qu'aujourd'hui mon rôle est avant tout voilà, sur la question vraiment, pardon, je suis vraiment très émue parce que voilà, c'est en plus, voilà, non, mais c'est vrai que c'est vraiment très fort et en effet, ce rôle de parlementaire, de se dire comment un pays comme la France, avec nos valeurs, notamment de partage, de solidarité, de fraternité, on peut aujourd'hui être contributif dans cette question, vraiment de prise en charge, d'accueil des migrants. Alors, vous m'avez demandé pourquoi le président a mis 72 heures pour réagir. C'est vrai que l'analyse du contexte vu de loin, c'est un petit peu difficile. Heureusement, le contexte de l'Aquarius et de toutes ces personnes qui étaient à ce moment-là sur le bateau n'était pas ce que vous venez de raconter. Donc, on était, en tous les cas, moi, ce que j'ai pu en comprendre... Les personnes étaient sauvées, vous voulez dire. Voilà. Je me permets juste de vous dire que quand ils sont partis, quand on a refusé, après qu'on ait refusé, juste avant qu'on refuse donc de les accueillir, ils avaient reçu des transbordements d'autres bateaux, mais aussi dans la nuit du 9, ils ont effectué 2 sauvetages, dont un sauvetage critique en pleine nuit, à la tombée de la nuit, puis en pleine nuit, où il y a 50 personnes qui se sont retrouvées à l'eau parce que le bateau s'est cassé durant le sauvetage. Et plusieurs jours après, en interrogeant les gens qui cherchaient leurs amis, et puis en essayant de faire correspondre les profils en disant « Bon, ben, tu viens du même pays, est-ce que tu connais cette personne qu'on cherche à bord ?» Au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on avait perdu 2 personnes durant ce sauvetage. Ce qui est encore un chiffre qu'on peut saluer, parce que 50 personnes à l'eau dans le noir, ça aurait pu être bien pire. Ils ont été obligés de s'adapter dans une situation dramatique. Alors la question de la France aurait-elle dû ouvrir l'un de ses ports à l'Aquarius? Il y a plusieurs députés, y compris En Marche, qui sont exprimés publiquement, aiguillonnés, pour dire les choses gentiment, le président de la République. C'est vrai que dans l'urgence, je n'ai pas à ce moment-là souhaité m'exprimer. Une toute petite rectification par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que je ne me suis pas abstenue sur la loi, mais c'était au moment du vote, parce qu'en effet, je n'ai pas pu, en première lecture, soutenir plusieurs articles de cette loi, et vous le savez, on avait pu échanger là-dessus. Par contre, un vote effectivement d'abstention, donc qui est un geste fort pour dire au gouvernement, je pense que... c'est ce que je disais. Je pense qu'on peut vraiment beaucoup mieux faire. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on aurait dû accueillir moi, il me semble que dans toute situation, il faut faire valoir avant tout l'humanité, le droit humain avant le droit institutionnel, le droit des États. Et aujourd'hui, on sait à quel point c'est extrêmement compliqué d'avoir une vision unique, uniforme, solidaire entre les pays européens. Je pense qu'on est à un moment où cet enjeu-là, on sait
que le président Macron et Angela Merkel se sont rencontrés hier pour discuter. Bon, on a salué, j'allais dire, l'euro et le budget pour la zone euro, c'est une chose. On n'est pas là du tout pour parler de ça. On est là justement pour évoquer cette question de quelle peut être la suite, alors que l'Allemagne, et on sait très bien que le gouvernement allemand est dans une situation compliquée, avec une montée du nationalisme. L'Italie, on a vu ce que l'Italie a été capable de faire, et donc ces personnes qui étaient en voie d'être débarquées en Italie, et puis tout s'est arrêté, et ce bateau qui a erré jusqu'à ce que... La loi Asile et Immigration, elle est discutée cette semaine au Sénat. Au Sénat, donc tout à fait. C'est pas fini, on peut encore évidemment la modifier, elle reviendra en commission mixte paritaire à l'Assemblée. Est-ce que c'est une réponse à la hauteur des enjeux? Est-ce que même elle va dans le bon sens? Non. Moi, je continue à penser que cette loi n'est pas utile aujourd'hui. Elle ne règle rien. Aujourd'hui, le gouvernement, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, durant sa campagne, s'était vraiment très fortement engagé par rapport à cette question-là des flux migratoires, en disant qu'on serait capable d'accueillir et de protéger. Je pense qu'il ne faut pas du tout obérer cet objectif-là. On a en effet un gouvernement qui aujourd'hui est très actif, notamment sur cette zone du G5 Sahel, très actif avec le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, le HCR, avec, on sait qu'il y a un programme qui est très largement commencé, qui est ce fameux programme de réinstallation et d'aide à l'exfiltration de réfugiés politiques qui aujourd'hui sont dans des camps libyens, donc... Alors qui est embryonnaire, hein. C'est vrai que la France ça commence, mais on est, je crois, sur des chiffres qui sont c'est-à-dire que l'engagement réinstallés en France ou quelque chose comme ça. Voilà, l'engagement aujourd'hui de notre gouvernement, c'est à horizon fin 2019, 20 000 personnes, des personnes venant de Syrie, des personnes venant de Centrafrique. Ça a débuté. C'est un programme qui doit faire ses preuves. C'est un programme qui, dans cette urgence-là vitale, peut paraître insuffisant. Je pense pour autant que plus on est en capacité d'agir en amont, c'est une bonne chose. On sait très bien que les flux migratoires aussi ne sont pas si important, c'est-à-dire que chaque vie compte, ces vies qui sont là pour traverser la Méditerranée. Par contre, on peut dire très clairement que depuis début 2017, c'est pour ça que je suis toujours révoltée quand j'entends parler de submersion migratoire, parce que c'est totalement faux. Il faut dire qui utilise ce terme, c'est Gérard Collomb, le ministre de Gérard l'Intérieur, Collomb l'a repris. Devant la commission des lois à l'Assemblée nationale. Je dis entre autres parce que c'est un terme qu'utilise aussi Marine Le Pen. Et c'est à ce moment-là que notamment qu'en tant que parlementaire, c'est quelque chose que je ne peux pas admettre. Parce qu'on sait qu'il y a eu pendant trop longtemps, et ce qui est le résultat de ça, c'est 1,4 million de personnes sont arrivées sur les côtes grecques, sur les côtes italiennes, depuis plusieurs années. La France n'a pas du tout été à la hauteur à ce moment-là de l'accueil, puisque cette solidarité européenne qui aurait dû jouer n'a pas été mise en œuvre. Et on voit aujourd'hui les résultats en matière de montée de nationalisme devant des accès de populisme. Qu'est-ce que vous voulez dire, avant de vous passer peut-être la parole, François Gemène, juste une dernière question. Qu'est-ce que vous voulez dire par la France n'a pas été à la hauteur? Parce que la première réaction officielle du gouvernement français face à la situation de l'Aquarius, juste, je termine, c'est la prise de parole du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui dit « la France a pris sa part ». Alors quand je dis la France... Qui est suivi par un autre secrétaire d'État du gouvernement, qui lui vient de la droite, M. Lemoyne, qui lui dit la France a déjà pris plus que sa part. Vous dites, non, la France doit accueillir davantage que ce qu'elle a fait. Oui, alors là, je resituais pas sur cet instant de l'Aquarius. Quand je dis la France n'a pas été à la hauteur, c'est globalement. La France et d'autres pays européens, parce qu'il y a des accords. Il y a la Convention de Genève, qui est très importante. La problématique, c'est Dublin. Pour moi, il faut vraiment s'attaquer
à Dublin 3. Je ne sais pas s'il faut le transformer. Dublin, juste en 2 mots, c'est la règle qui veut que le pays responsable d'une demande d'asile, c'est le pays d'arrivée du migrant dans lequel il a enregistré ses entraves, dans lequel on lui a demandé d'enregistrer ses entraves. Et j'allais dire, on connaît tous la géographie et on ne peut pas, laisser que ce soit l'Italie et la Grèce gérer seul cette question. C'est tout à fait impossible. Il faut vraiment que chaque pays en prenne sa part. Et la France aussi. Alors là où je suis confiante, c'est qu'Emmanuel Macron, au travers ce lead européen, inscrit vraiment cette problématique de la gestion, j'aime pas ce mot, il faut en trouver un autre. En tout cas, cette problématique des flux migratoires au centre du projet européen. Et on va en discuter avec François Gémen. Juste, Édouard, j'ai vu que vous vouliez dire un petit mot. Je voulais juste soulever quelque chose, c'est que au-delà de, comme vous avez parlé au début de droit humain et de droit institutionnel, et nous on se situe au niveau du droit maritime, qui est en ce moment bafoué et qui doit s'appliquer de façon immédiate, qui est un droit institutionnel. Et pour lequel l'Italie a joué sa part depuis bien longtemps. Et ce à quoi on se confronte aujourd'hui, c'est quelque chose qui était attendu. Il faut souligner le travail jusqu'à présent exemplaire des personnes que nous, on croise en Italie, dans le sud de l'Italie, en Sicile, qui accueillent, qui travaillent énormément sur le terrain. Et qui ont jusqu'à présent, jusqu'à malheureusement cette décision du gouvernement actuel, répondu à cet impératif maritime mondial qui est, pour la sauvegarde de la vie en mer, d'accueillir les rescapés. C'est une obligation. Et là-dessus, il n'y a pas à tergiverser. Bien sûr. Et au-delà de ça, juste rappeler qu'il n'y a pas un migrant ou un flux de migrants. Il y a une multitude de parcours très différents dont nous sommes également témoins à bord de l'Aquarius, puisque nous n'avons pas un grand type de migrants à bord. Sûr. Et vous distinguez pas entre migrants dits économiques et réfugiés politiques. D'abord, il faut souligner qu'une grande partie d'entre eux fuient la Libye. La loi ne doit pas distinguer entre... Moi, c'est ce qu'on a discuté. Aujourd'hui, on est en train de différencier, en effet, le migrant économique, le migrant climatique et le migrant venant... qui aujourd'hui, la loi donne la priorité aux migrants venant de pays en guerre civile ou en guerre tout court, que ce soit l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, etc. Mais pour moi, un homme, une femme, un enfant, quelle que soit, j'allais dire, son origine, s'il quitte et s'il fuit son pays, ce n'est pas, comme j'entends parfois dans la bouche d'autres parlementaires, pour des raisons, on va dire, d'aller chercher un bénéfice dans un pays européen, bénéfice d'aide sociale, bénéfice de soins, et j'en passe. Et on n'est pas du tout dans cette question. Enfin, qui quitte son pays par... Et il quitte la Libye aussi, les migrants qu'on sauve en Méditerranée. On va y revenir. Alors juste pour contextualiser un petit peu, François Gémen, est-ce que vous pouvez nous dire quel moment on vit aujourd'hui? Et puis d'abord, première question, est-ce que ce débat n'est pas un peu à contre-temps, dans le sens où le nombre d'arrivées depuis la Libye vers l'Italie a chuté depuis le début de l'année, de façon assez forte. Donc... Il y a aujourd'hui effectivement un décalage flagrant entre la parole politique, en tout cas la parole des gouvernements, et la réalité du terrain. La réalité, c'est que les flux en Méditerranée ont été divisés par 3 entre l'année 2017 et l'année 2018, que la demande d'asile en Europe a baissé de 44% entre l'année 2016, où elle était à 1 300 000 demandes d'asile, et l'année 2017, où elle s'établit à 730 000 demandes d'asile. Et lorsque le ministre italien de l'Intérieur d'extrême droite, Salvini, fait son coup politique en refusant que l'Aquarius débarque les migrants dans un port italien, l'Italie a enregistré à peu près 14 000 arrivées depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'on est revenu à des niveaux d'avant la crise des réfugiés, à des niveaux de 2013. Et donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des gouvernements populistes et d'extrême droite de plus en plus nombreux en Europe qui font de cette situation une crise politique et qui essayent de convaincre l'opinion publique qu'il y a une crise migratoire, de manière à justifier des politiques de fermeture des frontières, de manière à justifier des politiques
de plus en plus autoritaire. Et donc il faut bien comprendre ce décalage entre la réalité des migrations et la crise migratoire qu'essayent de monter des populistes parce qu'ils savent qu'ils vont en tirer un profit électoral. L'expression crise migratoire, c'est d'ailleurs celle du ministre de l'Intérieur français aussi. Bien sûr. Vous dites crise de l'accueil ou... Il y a plusieurs crises. Il y a d'abord une crise humanitaire majeure en Méditerranée. Il faut rappeler que plus de 800 personnes, même si le comptage est évidemment forcément approximatif, ont déjà péri en Méditerranée depuis le début de cette année, et que si on fait le total du nombre de morts en Méditerranée depuis les années 90, c'est-à-dire depuis la fermeture de la frontière extérieure de l'Union européenne, on est facilement à plus de 40 000 morts, qu'on réalise la puissance de ce chiffre. Ça, c'est le premier point, crise humanitaire. Deuxième point, c'est qu'on a une crise politique majeure, où aujourd'hui on voit bien que le projet européen lui-même est en cause, que les gouvernements européens eux-mêmes sont divisés. Très clairement, je salue ce que vous venez de dire, Madame la députée, mais très clairement, ce n'est pas la parole du gouvernement. Le gouvernement dit autre chose et fait autre chose. Le gouvernement italien est divisé sur cette question. On voit le gouvernement allemand aujourd'hui divisé avec la chancelière Merkel en difficulté. Il y a une crise politique majeure en Europe, dont quelque part, un des premiers syndromes est le Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne pour mars prochain. Et puis, une troisième crise, c'est une crise de valeurs. Et c'est là où il faut dire que les sauveteurs de l'Aquarius sont des sortes de héros modernes en réalité, parce qu'ils ne sauvent pas seulement des migrants, ils sauvent aussi ce qui nous reste d'humanité. Et ça, je crois que c'est important à le dire. Je m'excuse de vous le dire de façon un peu impudique, et ce n'est évidemment pas seulement vous, mais aussi les montagnards de Briançonnet, les volontaires de Calais ou de Grande-Synthe, mais une vraie crise de valeurs, une vraie crise d'humanité autour de cette question. Ouais. Alors, est-ce que l'Aquarius ne nous révèle pas aussi d'abord la faillite du système dit de Dublin, donc ce principe qui est au fond au contraire à l'idée de solidarité européenne, selon lequel il faudrait que les pays d'entrée, donc d'abord la Grèce, puis l'Italie, soient responsables des demandes d'asile. L'Italie, c'est à peu près 700 000 personnes qui sont arrivées depuis 2013. Ouais. Il est certain que le périple honteux de l'Aquarius, qu'on a baladé sur des centaines de kilomètres au mépris de la santé et du bien-être des 630 personnes qu'il transportait et qui avaient déjà connu des situations de grand danger et qui étaient pour certains en grande difficulté, il est certain que c'est le révélateur d'abord de la faillite du système de Dublin, où aujourd'hui on a des États qui se renvoient les migrants comme s'il s'agissait d'une balle de ping-pong qu'on se renvoie d'un camp à l'autre, et puis révélateur aussi de la faillite du projet européen en matière d'asile et d'immigration. On n'a pas une politique européenne d'asile et d'immigration, on en a 28, bientôt 27, très différentes les unes des autres, avec un manque criant de solidarité et de coopération. Et si on en est là aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'on a laissé l'Italie toute seule gérer la question depuis 2014. Il faut rappeler que le gouvernement italien, en 2014, avait lancé une opération de sauvetage en mer semblable à celle que mènent en ce moment SOS Méditerranée et MSF, Mare Nostrum, qu'ils ont abandonné faute de solidarité européenne. Et donc, ça leur coûtait 9 millions à peu près par mois, hein, donc évidemment on ne tient pas longtemps comme ça sans l'aide de l'Europe. Juste sur la seule tentative d'esquisse de solidarité européenne qui a été mise en œuvre à partir de 2015, c'est cette idée des relocalisations, le terme est évidemment très laid, mais cette idée que chaque pays européen devrait prendre en charge les demandes d'asile d'une partie des migrants arrivant en Italie. La France s'était engagée à traiter à peu près 20 000, je crois, demandes d'asile de migrants arrivés depuis l'Italie. Elle a respecté à peine 25% de ses engagements. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des raisons objectives je ne sais pas moi, la France, le ministère nous dit souvent, mais c'est des lenteurs administratives en Italie. C'est le cas de tous les pays. C'est-à-dire que d'abord, une grande partie des pays européens ont refusé tout de go ce plan, et ceux qui l'ont accepté, y compris la France et l'Allemagne, sont très en deçà des objectifs auxquels ils s'étaient engagés. Ce plan de relocalisation, c'était le début du commencement d'une ébauche, d'une sorte de politique européenne qui ne serait pas juste la fermeture des frontières. Aujourd'hui, faute de politique européenne, le seul horizon politique semble être la fermeture des frontières. Ce plan, pour la première fois, contenait une ébauche d'un début de commencement de solution. On voit malheureusement ce qu'il en a été fait. Et quelque part, l'échec de ce plan, c'est aussi l'échec de l'Union européenne à répondre avec une réponse qui soit à la hauteur de son projet politique et de son ambition. Et on a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a pas l'intention, alors peut-être parce qu'il sait que c'est voué à l'échec, mais n'a pas l'intention du tout de relancer l'idée de quotas européens et d'une solidarité. Je voulais intervenir tout à l'heure quand vous avez parlé d'un échec du projet européen sur cette question-là. Est-ce que réellement
un jour, il y a eu véritablement un projet européen incluant cette question de l'accueil. Je crois que le problème, c'est bien cela. À part d'avoir légiféré autour de Dublin, de dire justement ce qu'on ne voulait pas et comment on allait faire pour empêcher cet accueil et empêcher que ces personnes ayant laissé ces empreintes puissent arriver jusqu'en France. Enfin, si elles arrivent, mais elles sont renvoyées. Donc je crois que le problème, c'est bien celui-là. Et aujourd'hui, alors vous dites de façon un peu rapide, puisque là, il y a eu ce premier contact hier, et je pense que c'est compliqué dans une situation où on voit cette montée très forte du nationalisme. Et là, enfin, je veux dire, en tout cas comme parlementaire, moi, je ne peux pas admettre qu'on continue à ne pas dire la vérité aux gens, aux citoyens. Donnons de vrais chiffres, absolument. Parce que de dire, il ne faut surtout pas en parler, on met ça sous le tapis, veuillez m'excuser pour l'image, mais sinon, ça va faire une montée, voilà, Le Pen, machin... Mais c'est n'importe quoi. Il faut faire tout le contraire. Il faut faire tout le contraire. Il y a des élus en France de différents partis politiques, mais notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui demande un moratoire sur ce système Dublin. Le défenseur des droits, Jacques Toubon aussi, a dit à propos du campement de plus de 2000 personnes à Paris où il y a beaucoup de gens qui sont dits dublinés, c'est-à-dire des gens qui ne pourront pas demander l'asile en France parce qu'ils sont d'abord passés par l'Italie et ont été enregistrés. Est-ce que vous demandez aussi un moratoire? Il y avait un texte aujourd'hui dans Le Monde signé par Cédric Héroux, aussi par Carême, le maire de Grande-Synthe. Pour moi, c'est extrêmement important. Et encore une fois, je pense que ça va être l'objet de cette rencontre, puisque dimanche, il va y avoir une rencontre. Allemagne, Italie, Hongrie, France. Et il me semble que là, cette question doit être discutée en tout premier lieu. C'est est-ce qu'on fait ce moratoire? Est-ce qu'on supprime Dublin? Mais comment on arrive à ensemble, non pas, vous citiez, vous avez très justement raison, les 27, les 28, mais c'est plus comme ça qu'il faut réfléchir. C'est quelques pays, c'est 4-5 pays qui aujourd'hui doivent être le fer de lance d'un projet humaniste solidaire. François Gemène, 2 questions. Est-ce que toute idée, tout projet de réforme de ce système Dublin n'est pas déjà mort, compte tenu des positionnements des gouvernements nationalistes dont vous parliez tout à l'heure? Et puis, deuxième question, on a l'impression depuis quelques heures que la seule idée qui risque d'être adoptée au Conseil européen, je caricature un peu, mais c'est cette idée de plateforme de débarquement des migrants qui auraient été sauvés en mer, de débarquement en dehors de l'Union européenne, qu'ils soient ramenés par exemple en Tunisie, par exemple en Albanie. C'est cette idée de plateforme de débarquement en dehors de l'Union européenne. Vous en dites quoi? D'abord, sur Dublin, il est évident que tant qu'il n'y a pas des régimes d'asile harmonisés dans l'Union européenne, Dublin ne peut pas fonctionner. Dublin est aujourd'hui injuste pour les pays de premier accueil. Il est aussi injuste pour les demandeurs d'asile qui, selon le pays où ils arriveront, auront plus ou moins de chances d'obtenir le statut de réfugié. Sur la réponse européenne, alors il est certain qu'aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte que la solution à ces questions ne peut être qu'européenne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en Europe, ceux qui sont les partisans d'une Europe humaniste et ouverte sont aujourd'hui une minorité, que nous avons aujourd'hui des gouvernements d'extrême droite qui, quelque part, donnent le là de la politique européenne sur ces questions. C'est le gouvernement autrichien, c'est le gouvernement italien, c'est le gouvernement hongrois, c'est le gouvernement belge, c'est le gouvernement slovène, demain sans doute le gouvernement suédois. Et donc, il faut se rendre compte que ces partisans d'une Europe démocratique, ouverte, humaniste, nous sommes en train de devenir une minorité. Et le là, aujourd'hui, de la politique européenne, il est donné par l'extrême droite. Et qu'à force, quelque part, de vouloir appliquer des mesures d'extrême droite au motif de lutter contre l'extrême droite, notre humanité recule chaque jour un peu plus. Moi, je suis frappé de voir que des solutions comme ces plateformes de débarquement, qui étaient une solution mise en avant par l'extrême droite, c'est une idée du chancelier autrichien Kurz et du Premier ministre danois Rasmussen, qui, je m'excuse de le dire, ne vaut guère mieux en matière de droite dure. Cette idée qui était complètement refusée il y a quelques mois semble aujourd'hui faire un relatif consensus au sein de l'Union européenne. Et même les termes de vague migratoire, de submersion, d'appel d'air, tous ces termes qui étaient réservés à l'extrême droite il y a encore 6 mois ou 1 an font désormais partie du débat public. Je n'ai aucun doute quant au fait que d'ici 1 an ou 2, on parlera peut-être même sur ce plateau du grand remplacement. Et donc,
On s'indigne aujourd'hui des enfants séparés de leurs parents à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Je n'ai aucun doute quant au fait qu'on fera ça en Europe d'ici moins de 2 ans, notamment lorsqu'on aura mis en place ces plateformes de débarquement qui sont une nouvelle fois une forme d'externalisation où on va sous-traiter la question à des pays comme la Tunisie, comme l'Albanie, en échange de quelques milliards d'euros. Quelque part, faute de parvenir à trouver une réponse politique commune, on va se décharger de la question sur des pays tiers en échange de financement. Bon, alors je voudrais qu'on parle quelques minutes des gardes-côtes libyens. Et notamment répondre après, parce qu'il y a des points où je ne suis pas tout à fait d'accord quand même, heureusement. D'accord. Les gardes-côtes libyens, notamment parlé avec Édouard, puisqu'il faut rappeler que l'Union européenne finance à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros déjà des formations, des équipements pour les gardes-côtes libyens qui, de plus en plus, interceptent des navires. À peu près la moitié de ceux qui tentent le passage de la Méditerranée sont désormais interceptés par les gardes-côtes libyens. Et donc ramenés dans l'enfer libyen, où ils sont victimes d'exactions, de violences, de tortures, et certains sont même carrément vendus comme esclaves sur des marchés. Donc l'Union européenne finance ces gardes-côtes. Édouard, vous en avez, je pense, croisé, si je puis dire, en mer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe avec eux quand vous arrivez d'un côté les gardes-côtes libyens, de l'autre l'Aquarius, sur la même zone de sauvetage? Est-ce que c'est arrivé et comment les choses se passent? Qu'est-ce que vous en voyez de ces fameux gardes-côtes libyens? Leur attitude Concrètement, dans les faits, on va essayer, tant que faire se peut, de collaborer. Mais notre première approche face aux gardes-côtes, c'est d'abord la crainte du danger, parce qu'on ne les considère pas comme des personnes fiables. Ils font des approches rapides, arrivant à haute vitesse, parfois sans communiquer, souvent même sans communiquer. Et donc, ils ne suivent pas les procédures internationales concernant la navigation en mer. Et ils ont des comportements à risque. Ils peuvent tirer en l'air durant des sauvetages. Et lorsqu'ils font des interceptions, ils peuvent se comporter de manière violente avec les personnes qu'ils secourent. Il leur arrive de partir, ça a été filmé, documenté au milieu d'un sauvetage avec des personnes accrochées à la coque et d'autres en train de se noyer encore. J'ai vu personnellement un sauvetage effectué donc à distance, puisqu'on nous tient à distance dans ces circonstances. J'ai observé à la jumelle. C'est ça, la logique. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs explications. D'une part, effectivement, je pense qu'ils ne veulent pas trop de témoins, mais en plus, ils estiment qu'on aggrave, on met en danger leur opération d'interception, parce qu'ils ne parlent pas de sauvetage, parce qu'en étant prêts, évidemment, les personnes secourues vont nous voir et parfois peut-être refuser de les écouter, parce qu'ils nous voient à côté et ils voudraient nous rejoindre, nous, puisqu'ils nous identifient. Parfois, ils peuvent nous identifier comme une chance potentielle vis-à-vis des gardes-côtes libyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur bateau, donc une partie de leur personnel est formé. Parfois, on a des gens à la radio qui parlent un anglais impeccable et qui se comportent de manière policée selon les normes internationales. Ce n'est pas toujours le cas. Et quand bien même ils ne seraient pas violents et agiraient, on va dire, de manière correcte, ils ne sont pas équipés. Ils ont des bateaux tout petits. S'ils prennent une embarcation en charge, ils mettent les gens sur le pont, mais il y en a partout. Donc après, s'ils rentrent en Libye face à la vague, les gens sont inondés. S'ils en perdent un au passage, moi, ça ne m'étonne pas, personnellement. Après, il faut savoir aussi que dernièrement, l'ONU a condamné à des sanctions un chef d'une unité de garde-côtes libyen en tant que chef de réseau de trafiquants, à des sanctions donc bancaires et des interdictions de voyager. Donc ce que nous, on sait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués, certains sont impliqués dans le trafic, donc ils font une boucle, si vous voulez. Après, ils ramènent les gens dans les centres de rétention, ces centres de rétention dont il faut également parler pour dire que les migrants auxquels on porte assistance en mer au large des côtes libyennes, plus de 30 000 des côtes libyennes, ces personnes-là fuient ce qu'on appelle l'enfer libyen, c'est-à-dire que quand vous êtes, techniquement, quand vous êtes noir en Libye, on vous prend vos papiers, et puis après, si vous avez de la chance, si vous êtes dans une région où il y a un semi-respect, vous allez pouvoir travailler un petit peu, mais si vous n'avez pas de chance, vous allez être capturé par des gens qui vous kidnappent. Donc en général, c'est les Asma Boys. Et ces gens-là vous extorquent de l'argent, donc vous torturent en échange d'argent. Il faut que vous appeliez votre famille, etc. Il y a tout un tas de types de tortures différentes que je pourrais évoquer longuement, mais je pense qu'on n'a pas le temps pour ça. Mais effectivement, ces personnes-là sont ramenées dans ce circuit par les gardes-côtes libyens, et ils le disent.
Ils le disent eux-mêmes. Il y a des personnes qui ont fait le parcours plusieurs fois avant d'être récupérées en mer. Donc, vous avez entendu ces d'issue. récits-là? Bien sûr. Et j'ai entendu des récits de personnes qui ont cherché à fuir la Libye par la terre et qui n'ont pas pu. Et qui savaient que les bateaux étaient dangereux. Et qui l'ont pris quand même. Et ce mec-là qui m'a raconté son histoire, j'ai lui annoncé que sa femme, elle était morte et qu'elle était dans un conteneur à l'avant du bateau. Lui, il est débarqué en Italie. La seule chose à laquelle il pensait, c'est comment je vais annoncer ça à ma belle famille. Ouais. Parce que lui, il s'est fait arnaquer. Hein. On lui a proposé du boulot en Libye et il s'est retrouvé dans un conteneur. On lui a pris ses papiers et il devait travailler pour un propriétaire terrien qui le nourrissait quand il voulait. Ouais. Il était esclave. Martine Vonner, sur cette idée qui semble émerger du président du Conseil européen de plateforme de débarquement dans des pays tiers de l'Union européenne. En fait, ce qui avait été dit depuis longtemps, c'était, et ce qui sera fait d'ailleurs, c'est augmenter les moyens de Frontex. Ça, c'est une chose. L'idée de plateforme, en tout cas d'externaliser, moi je pense que s'il s'agit de sauver des vies, sur le moment, si Aquarius avait pu être accueilli par une plateforme en dehors de l'Union européenne, pourquoi pas? Mais il ne faut pas, j'allais dire, se débarrasser ou donner l'impression qu'encore une fois, on éloigne et qu'on ne prend pas notre part complète, en effet, de nouveau, de solidarité et d'accueil. Donc s'il s'agit, dans des moments d'urgence, de sauver des vies, oui. S'il s'agit de sous-traiter et peut-être même de financer des pays qui empêcheraient que ces migrants arrivent jusque chez nous, là, il me semble que c'est véritablement problématique. Édouard, en 2 mots. D'accord. Juste, est-ce que je peux vous poser une question? Je vous en prie. Pourquoi est-ce qu'on constituerait des centres d'accueil dignes de ce nom à l'étranger, loin des regards, quand on pourrait le faire ici? Est-ce que si on peut le faire ici, ça pose un problème, en fait? Alors, la gestion de la situation, c'est en effet l'origine de ces personnes. Et est-ce que, aujourd'hui, au regard des textes et des engagements de la France, quelle est la part, je suis navrée de parler comme ça, c'est parce qu'on a peu de temps, donc j'essaye de faire un peu court, quelle est la part de ces personnes qu'on va être en capacité d'accueillir sur le territoire français et à qui on va pouvoir donner un statut de réfugié, et quelle est la part de ces personnes, malheureusement, qu'on va devoir renvoyer. Et je dis on, c'est l'État. Là, je ne parle pas au nom de mes qualités de médecin et de psychiatre, parce que pour moi, toute personne devrait pouvoir avoir un droit de séjour. Je me suis bien retrouvée dans la position, dans le discours du maire de Palerme qui voulait ouvrir sa ville, enfin qui ouvre d'ailleurs, qui a déjà accueilli énormément de personnes migrantes, et de dire mais il faut supprimer Dublin et il faut supprimer cette espèce de droit ou de non-droit de séjour, parce que quelle que soit l'origine... Je vous coupe parce qu'il faut qu'on termine. Juste un dernier mot... François Gémen, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de positif de ce Conseil européen des 28 et 29 où la question migratoire sera évidemment centrale, ou est-ce que d'ores et déjà ça sera un Conseil qui sera dominé par l'Italie, par la Hongrie, par l'Autriche. Ce sont clairement ces 3 pays qui vont donner le la de la politique migratoire et de la politique d'asile européenne. Et donc on ira sans doute vraisemblablement au moins encore vers un renforcement de cette dichotomie absurde entre migrants économiques et réfugiés politiques, alors que vous l'avez très bien dit, tous les gens qui arrivent de Libye et que nous voyons comme des migrants économiques, en réalité, ils fuient un enfer, ils fuient la torture, ils fuient des exactions, et donc, bien entendu, ils devraient recevoir un statut de réfugiés politiques, mais nous les voyons comme des migrants économiques, il faut le dire largement, parce qu'ils sont noirs. Merci à tous. Il faut juste qu'on termine et qu'on donne la parole. Vraiment, en 2050, au G5, dans cette zone-là de Centrafrique, il y aura 60 millions d'habitants, de jeunes. Et là, il y a une véritable explosion démographique. Donc cette question-là, il faut aussi la traiter en regardant l'avenir. Et c'est absolument capital parce que voilà, les flux migratoires, encore une fois, c'est là-bas, mais il ne faut pas se dire comme c'est là-bas. Il faut le voir comme une question structurelle et plus conjoncturelle. Exactement. Mais il faudrait distinguer l'humanitaire aussi. Merci à tous.